viens de me rendre compte que mon micro est pas activé. Il faut que je laisse le retour du live au début. Parce que ça m'arrive souvent que mon micro se désactive pendant que mon OBS est en veille. Je comprends pas pourquoi. Alors bref, comment faire? On va recommencer tout ce que j'ai dit. À zéro, tant pis, on va perdre 20 minutes. De toute façon, à 18 h, je suis obligé de couper. Je suis vraiment désolé. Je suis dans le rush. On fera un autre live peut-être demain après-midi, plus facile. Aujourd'hui, comme je vous disais en début de live, j'étais tout rouge. Je rentrais des courses en courant, j'étais en sueur. Je voulais commencer le cours à 16 h, je suis arrivé à 10. Bref, je vais resynthétiser très vite tout ce que je vous ai dit. Déjà, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live, je suis No. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit mercredi Unity. Donc, comme je disais, on va aujourd'hui apprendre les bases du C# et le système de player pref de Unity. Qu'est-ce que c'est le C#? Qu'est-ce que c'est le système de player pref? Le C#, c'est tout simplement un langage de code. Quand vous utilisez un logiciel, quel qu'il soit, il est codé avec un langage, que ce soit du C#, que ce soit du JavaScript, que ce soit du Python, que ce soit du HTML, du CSS, etc. Voilà, tout ça, ce sont des langages de code. Les langages de code, il y en a beaucoup, il y en a une vingtaine, une trentaine. Chacun sont destinés en général pour une activité. Ici, le C#, c'est destiné principalement, vraiment très principalement pour les jeux vidéo. C'est un petit peu comme le Lua de source, voilà, où on va pas utiliser du Lua pour grand chose d'autre que coder sur source pour faire des jeux vidéo. Le système de player pref, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui est incorporé à Unity 3D qui va nous permettre de sauvegarder des chiffres et des données de sauvegarde. C'est-à-dire, par exemple, quand vous êtes dans un jeu et qu'il y a un menu avec les volumes, les différents affichages, quand vous scrollez pour dire que vous voulez le menu à 25, à 35, à 20, etc., cette donnée-là, quand vous allez appuyer sur appliquer et que vous allez revenir dans votre jeu, elle va être restituée. Vous n'allez pas avoir à chaque fois que vous lancez votre jeu à remettre votre son à 20, votre son DSFX, l'affichage, etc. Voilà, tout ça c'est géré avec les player pref. Unreal Engine fonctionne un petit peu pareil, on l'abordera bien sûr pas aujourd'hui puisqu'on fait un cours sur Unity, mais la logique est un petit peu la même. On va tout simplement avoir des fichiers en script, en C# qui vont stocker donc les informations. Quand on va vouloir les stocker, elles vont se sauvegarder, elles vont s'imprimer dans un fichier dans votre ordinateur qui va donc à chaque ligne dire que telle info est égale à temps. Par exemple, on tue le deuxième boss dans Swiss Knife, et ben notre leak passe à 2. Voilà, dans notre fichier de sauvegarde, notre leak elle va passer à 2, elle va dire qu'on est à 2. Quand on sauvegarde, ça va figer cette donnée, et quand on va éteindre le jeu et le relancer, et qu'on va appuyer sur Load pour relancer notre partie, et ben le jeu va comprendre qu'on veut load notre fichier de sauvegarde. On a sauvegardé précédemment notre fichier playerpref, et donc et ben, il va nous restituer toutes les données qu'on a. Donc il va nous rappeler qu'on a battu le deuxième boss, il va nous dire quelle arme on a dans l'inventaire, combien de monnaie de ci ou de ça on a, notre niveau de volume qu'on a pré-choisi, notre niveau de volume des effets qu'on a pré-choisi, l'affichage, est-ce qu'on le veut le jeu en high, en medium, en low quality, etc., etc. Vous avez compris. Petit topo avant de commencer le cours, comme mon micro avait coupé, j'explique que cette semaine j'étais dans le rush. Voilà, vous avez vu là que je suis pressé par rapport à d'habitude où c'est quand même beaucoup plus chill. Donc cette semaine, je suis plutôt dans le rush, donc les horaires vont sûrement changer au niveau de mes lives. On va sûrement avoir des horaires un peu plus tardifs, comme ceux qui vont Instagram ont pu voir dans mes stories. Il faut que je veille la nuit, donc la journée c'est un petit peu compliqué. Là ce matin je me suis réveillé, enfin ce matin, ce midi je me suis réveillé un peu tard, ça a été un peu compliqué pour moi, je suis complètement décalé. Sans vous raconter ma vie, voilà, simplement pour que vous sachiez si vous êtes intéressé par mes lives, si vous suivez la chaîne et que vous voulez pas rater les prochains lives, ça sera sûrement un peu plus tard que d'habitude. Il y aura peut-être aussi des nocturnes, comme au lancement de ma chaîne, où je ferai des lives de 2-3 heures pendant la nuit, voire 3-4 heures pendant la nuit. Donc on va voir ces prochains jours, on va essayer d'adapter, ça sera peut-être pas encore comme ça sera définitivement, de toute façon c'est pour une période d'un mois et demi. Donc voilà, dans le futur, la chaîne reviendra à un rythme un peu plus normal. Je vous ferai peut-être aussi des lives l'après-midi. Encore une fois, si vous voulez être au courant de tout ça, n'hésitez pas à venir sur la page Instagram ou sur le Discord. Et tous les liens sont
affiché sur mon profil Twitch, sur mon profil YouTube pour ceux qui sont sur la VOD actuellement. Bien voilà, petit disclaimer au niveau des horaires et au niveau de ma chaîne fait. J'étais en train de vous expliquer sur mon petit bloc-notes de patch-notes que le shortcut pour ajouter load et save, ça avait été demandé beaucoup pour mes testeurs parce que ça casse le rythme du jeu. Il n'y a pas de sauvegarde automatique tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des sauvegardes automatiques dans le jeu pour les points les plus importants, quand on bat un boss, quand on finit une mission importante, etc. Voilà, il y a une sauvegarde automatique. Mais quand vous ouvrez un coffre, il n'y a pas de sauvegarde automatique, par exemple. Donc l'arme que vous avez, si vous changez de scène, pardon, excusez-moi, si vous changez de scène rapidement avant le chrono de la sauvegarde automatique, il peut arriver, voilà, que parfois, avec un mauvais timing, certaines de vos armes ou certains de vos objets que vous avez ramassés disparaissent de votre inventaire parce qu'il n'a pas été sauvegardé entre les scènes. Ça, c'est un petit bug qu'on corrigera facilement en rajoutant une sauvegarde automatique, comme je viens de dire, quand on ouvre les coffres, par exemple en la déclenchant une seconde après l'ouverture d'un coffre. Ça, voilà, évitera d'avoir à tout le temps sauvegarder manuellement, mais je voulais quand même ajouter un shortcut save et load, parce que mes testeurs m'ont demandé, ils m'ont dit que aller dans le menu, aller dans options, cliquer sur save, quitter le menu. Quand on le fait 2-3 fois par scène, qu'on rush le jeu, qu'on a envie de le speedrun, par exemple pour le plaisir, c'est très contraignant, c'est relou, ça casse le rythme. Donc simplement appuyer sur L, par exemple, sur P, sur dollar ou n'importe quelle touche, sauvegarderait la partie ou la loaderait, et on pourrait voilà, load la scène beaucoup plus rapidement si on a fait une erreur et qu'on ne veut pas juste la restart avec la time machine. Et si on veut sauvegarder la partie très rapidement parce qu'on vient d'avoir une arme et qu'on veut sortir tout de suite de la scène, on n'a pas à aller dans le menu, etc. On appuie sur la touche, ça sauvegarde, on sort, c'est fini. Donc ça on le fera, comme je vous expliquais, quand mon micro a été coupé malheureusement, encore désolé, on le fera sûrement après le patch qu'on va sortir là, cette semaine, la 1.3 de Swiss Knife. Parce que, non pas que ce soit compliqué, mais il va falloir que j'ajoute du UI et des SFX pour dire que quand on appuie sur le bouton, il y a un petit texte quand même sur l'écran qui nous dit Save Done ou Saving, 3 petits points, Save Done avec le bruitage. Enfin voilà, un petit truc assez joli qui nous montre qu'on a sauvegardé. Donc, vu qu'aujourd'hui je veux vraiment me concentrer sur le C# et le système de sauvegarde, et que là il nous reste déjà plus qu'1h30, voilà, on va pas le faire aujourd'hui, on le fera peut-être une autre fois. Comme je vous dis, il y aura peut-être en plus des cours nocturnes qui vont pop comme ça de 1h à 5h du matin. On fera peut-être du Swiss Knife du coup parce qu'il faut que je travaille dessus ces prochaines journées, donc ces prochaines nuits. Et donc peut-être qu'on fera un live, on fera un gros live sur Swiss Knife où je corrigerai des choses et d'autres. Donc nous aujourd'hui on va surtout se concentrer sur cette ligne du patch note qui est l'ajout d'un système de sauvegarde à la fabrique des textes tutoriels. Ceux qui ont joué au jeu ou ceux qui ont vu les let's play se rappellent que quand on arrive à la fabrique, qui est un petit peu le hub du jeu, c'est un petit peu l'endroit où on va pex, on va monter de rang pour débloquer certaines techniques et où on va voyager entre les niveaux. Dans la fabrique, à certains points, il y a des dialogues qui vont se déclencher, qui sont un petit peu des dialogues de tutoriel, qui vont vous dire que dans ce secteur de la fabrique on peut faire ça, que dans ce secteur on fait ça, que ici tu es dans le jardin de la fabrique et que tu peux t'entraîner sur les sacs de frappe, etc., etc. Et le joueur, quand il a fini le jeu et qu'il arrive à la fabrique pour aller au niveau 8 ou au niveau 9 ou au niveau 10, il n'a pas forcément envie de revoir ses dialogues pour la 8e fois, comme quoi, là, c'est le bar, attention, tu peux commander à boire. Il est un petit peu saoulé par ça, le joueur, je pense, et donc faire un tout petit système de sauvegarde très simple, qui au début de la scène nous dit quel dialogue le joueur a déjà vu, parce que le but c'est pas non plus qu'une fois qu'il a eu la première relique, qu'il a battu le premier boss, qu'on désactive les dialogues du tuto, parce qu'il a peut-être pas vraiment visité la fabrique, il a peut-être pas encore visité le hub à fond, il a peut-être juste rush directement au boss sans lire les textes des tutos, sans visiter le hub. Donc on n'a pas envie qu'il puisse quand même rater certaines informations et qu'il ait à découvrir la fabrique sans ces petits textes tutos qui expliquent quand même un petit peu comment la scène fonctionne. Donc pour éviter d'avoir un truc comme ça hyper abrupt qui va soit activer soit désactiver les dialogues tutos parce que le joueur il a eu une première relique,
On va créer ici, et ça va nous servir de support pour le cours, un tout petit script qui va sauvegarder chaque dialogue et qui va nous dire soit 0 c'est pas lu, soit 1 ça a été lu, et si c'est égal à 1, eh bien le dialogue au début de la scène est désactivé, comme ça le joueur a l'impression que ces dialogues ont été consommés et que donc il ne les verra plus. Ok, donc pour ça on va ouvrir la fabrique. On va ouvrir notre scène de la fabrique, puisque c'est sur cette scène, bien entendu, qu'on va devoir glisser notre petit script. Donc j'ai ouvert moi mon dossier, mon fichier de sauvegarde que j'ai déjà fait, donc qui est utilisé dans mon jeu pour sauvegarder toutes les données. Comme je vous avais dit, peut-être que je l'ai dit pendant que mon micro était coupé, le player pref c'est quelque chose qui va normalement stocker des données assez simples, comme je vous expliquais, vous avez choisi de mettre le volume à 45 au lieu de 100 parce que c'est trop fort, ça va stocker ce genre d'informations, ça va pas stocker où est-ce que vous en êtes, le niveau de votre joueur, ses statistiques. Normalement, on peut utiliser player pref pour tout ça, mais normalement, on va utiliser un script de sauvegarde en Java qui va être chiffré, qui va justement impossibiliser, enfin rendre impossible, parce que c'est pas très français, impossibiliser, qui va rendre impossible aux joueurs la corruption de ces données de sauvegarde, qui va l'empêcher surtout de modifier ces données. Parce que là, avec le player pref, moi ce que j'ai utilisé dans SwissKnife, vous avez un fichier dans votre ordinateur, dans votre dossier SwissKnife, et simplement, c'est un fichier texte, vous pouvez l'ouvrir et à tout moment dire que vous êtes rang 10, que vous avez 8500 boulons, et que voilà, vous pouvez à tout moment modifier les données. C'est très facile parce que c'est pas chiffré. Donc, moi j'ai fait un petit peu cette erreur-là. Encore une fois, c'est mon premier jeu. C'est forcément, j'ai fait beaucoup de choix qui n'étaient pas forcément les plus judicieux. Mais bon, c'est pas non plus la mort si vous avez un player pref qui sauvegarde toutes vos données, surtout si c'est un petit jeu comme le mien indépendant. Les gens vont quand même jouer le jeu, normalement ils achètent le jeu, ils ont envie d'y jouer normalement, ils n'ont pas envie d'aller dans leur fichier texte pour modifier les données et terminer le jeu sans y jouer. C'est un jeu indépendant, c'est pas un jeu en ligne en plus où il y a des high scores et tout ça, où ça pourrait intéresser les joueurs de montrer leur kiki avec 5800 boulons par exemple. Donc voilà. On est sur la scène de la fabrique, c'est notre petit dialogue là qui nous intéresse. Il y en a un petit peu partout sur la map. Et on va faire un truc qui est très simple, c'est que donc on va associer une valeur, 0 ou 1. Quand le joueur va passer dans ce dialogue là, on va changer cette valeur en 1 pour dire que le joueur a déjà lu. On va faire en sorte que ça sauvegarde dans la player pref cette valeur de 1. Et on va mettre donc dans notre script que si c'est égal à 1, dans la void start, donc au lancement de la scène, si c'est égal à 1, alors, tout simplement, ça va désactiver le dialogue et le joueur donc ne le verra plus et aura l'impression, donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il a consommé son dialogue. Yes. Alors attendez, je vais enlever mon truc parce que je vois plus mon OBS. Eh bien le bonjour Master Yoda, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce petit live qui prend, comme je viens de dire, les bases du C# sur Unity. N'hésite pas à poser des questions si je vais trop vite, si je suis un peu confus. Comme j'ai expliqué, je suis un petit peu dans le rush. Je suis grave en retard sur mon cours. Donc n'hésite pas, si je vais trop vite sur un sujet, que ça t'intéresse, n'hésite pas à me poser des questions, je suis là pour y répondre. Ouais, c'est un petit cours. C'est-à-dire que je vais... en fait, j'ai créé un petit jeu qui s'appelle Swiss Knife. Et bon, bah, il y a forcément, je l'ai créé tout seul. Donc il y a des petits bugs, il y a des petits problèmes. Là, j'utilise en fait toutes mes corrections que je vais faire de bugs en format un petit peu de cours. Quand c'est un cours, c'est pas magistral non plus, hein, on va pas être là et se creuser les méninges. C'est juste que je travaille devant vous, je crée le jeu devant vous, enfin je corrige plus le jeu devant vous puisqu'il est déjà créé. Et en même temps, bah forcément, je vous explique plutôt que de rien dire et de mettre une musique en fond, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne
pour ceux qui seraient intéressés de créer eux-mêmes leur jeu aussi. Voilà, vous avez des petits tutos comme ça assez simples. Bien joué, la création en solo, c'est pas évident. Et non, c'est vraiment pas évident. Faut penser à tout et puis il faut être multitâche, hein. Faut savoir faire les musiques, les modèles, les animations, les machins. Bah, pour que tu aies un aperçu, j'ai commencé la conception du jeu, alors pas forcément la création, hein, mais la conception, à dessiner les personnages, à imaginer les niveaux, le gameplay en 2019. Donc ça fait 4 ans que je suis sur ce jeu. J'avoue que je commence un petit peu à en avoir marre. Mais bon. Donc, on va ouvrir d'abord. Donc, si je me trompe pas, c'est SK Player. Il y a 4 ans, c'est pas mal, ouais. Alors le jeu est quand même d'attaque depuis 2 ans, il est sorti sur Steam il y a 2 ans, mais forcément en ajoutant des nouvelles features, en voulant rework certains niveaux qui faisaient un petit peu vieillot ou vide, bah, j'ai créé de nouveaux bugs, j'ai créé de nouveaux problèmes, et donc là on veut faire en sorte que le jeu soit le plus clean possible pour faire un max de promo dessus et ne plus y toucher quoi, vraiment. J'en suis à 2 ans et demi moi, et bah bon courage. Bon courage. Ah ok, je vais aller mater un peu de gameplay. Bah, si tu veux mater un peu de gameplay, il y a les trailers qui sont donc sur la chaîne sur Steam, pardon. Donc tu tapes Swiss Knife sur Steam, normalement tu le trouves directement. Et sinon, j'ai fait un petit let's play bug finding sur ma chaîne YouTube. Tu peux demander au bot exclamation YouTube pour avoir le lien. Euh, Pareil, j'ai fait un let's play complet du jeu là dernièrement. Donc si tu veux voir un petit peu en cliquant ici et là sur la VOD pour voir quelques niveaux, pour voir quelques aspects du jeu, n'hésite pas. Ok, alors normalement c'était player, je comprends pas bien. Ouais, ah, voilà, SK player, il n'y avait pas le underscore. Donc ici je vais vous ouvrir mon petit fichier de sauvegarde. Donc vous allez voir un petit peu comment moi je sauvegarde mes données. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait un petit peu l'erreur d'utiliser les player pref pour toutes mes données de sauvegarde, sauf l'inventaire. Les armes c'était beaucoup trop compliqué de les faire avec player pref. Donc j'ai un fichier Java qui gère et qui chiffre la sauvegarde. Mais j'ai commencé le jeu voilà, en mettant tout sur player pref. Je me suis pas demandé où j'allais, j'y suis allé. Alors, ici bien sûr, quand on commence le C Sharp, voilà, je vais vous expliquer vraiment ça comme un débutant qui n'a jamais vu un fichier C Sharp de sa vie. Alors ici, vous avez déjà toutes les technologies et tous les répertoires que votre script va utiliser. Using System Collection générique, Unity Engine. Ça va être de base sur votre script quand vous l'ouvrez et le créez via votre Unity 3D. Using Unity Engine.SceneManagement, ça c'est une option dans l'Unity Engine qui va vous permettre de, comme son nom l'indique, gérer les scènes, load, enregistrer son chiffre, etc. et indexer vos scènes. Je vous rappelle que vos scènes, vous pouvez les stocker donc sous forme de chiffres, puisque dans votre build, vos scènes sont toutes indiquées par un chiffre, par rapport à l'ordre dans lequel elles apparaissent. Enfin, elles apparaissent dans votre index. Forcément, si vous vous avez dit que le niveau 3 arrivait avant le niveau 2, etc., ce sera dans votre script, il faudra le préciser. On verra sûrement les fonctions très simples aussi du script la prochaine fois dans le prochain cours. On va rester un petit peu là-dessus parce que on n'a pas fait du tout script depuis cette première saison Unity. Euh, je vous expliquerai plus en détail tout ce que vous pouvez utiliser ici. Il y a UnityEngine.ui, voilà, tout ce qui est audio, etc. On fera un cours un peu plus magistral sur vraiment le C Sharp dans son sens le plus large. Là, je veux vraiment me concentrer sur la sauvegarde parce que ça va nous permettre de vous apprendre un petit peu comment ordonner un fichier de script sans forcément scripter, parce que comme vous pouvez voir là, il n'y a pas vraiment de... c'est des données, machin égale à ça, machin égale à ça, machin égale à ça. C'est pas des scripts avec des fonctions qui vont créer des options dans le jeu, qui vont interagir avec des objets dans le jeu. C'est très fichier texte et ça restitue les données.
Ensuite, en dehors de ce fichier, ça va créer, je vais utiliser des scripts qui vont créer des triggers par rapport à telle ou telle valeur pour tous ces trucs. Alors c'est gigantesque, je ne sais pas comment je vais pouvoir vous expliquer ça point par point. Donc ici, voilà, vous avez donc votre Unity Engine qui est utilisé, donc vous en avez besoin pour utiliser la void start, la void update, etc. Si vous enlevez tout ça, votre script va beaucoup moins bien marcher. Le scene management, il est donc demandé pour tout ce qui est gérer la scène, on va le voir juste après. Et ici, c'est tout simplement quand vous avez besoin d'utiliser d'autres scripts. Si par exemple, vous voulez utiliser une variable que vous avez créée sur un autre script, soit vous allez créer un groupe de scripts qui vont réagir les uns avec les autres, soit vous allez le citer tout simplement. Moi, j'avais besoin de le citer parce que certains, pour pas faire compliqué, certains de mes autres scripts étaient déjà reliés à d'autres et ne pouvaient pas être reliés à celui-là sans créer des interactions que je voulais pas. Donc pour faire simple, voilà, vraiment pour résumer sans entrer dans les détails. Donc j'ai dû ici les citer. Donc voilà, ça va utiliser mon else collector, ça va être le calculateur de boulons dorés. Mon Night Night Triggers, ça va être tout simplement tous les triggers qui sont liés à Night Night, donc le méchant de l'histoire, vu qu'il ne nous donne pas de reliques quand on le bat. Il n'y a pas de trigger visuel au niveau du scénario. Quand on bat un titan, on gagne une relique. Donc, on change le nombre de reliques tout simplement, on augmente d'un, on met la relique correspondante dans l'inventaire du joueur, point. Là, Night Night, il donne rien. On le bat, il donne rien. Il est juste battu, il nous fait juste avancer le scénario. Donc il fallait, pareil, quelque chose à part qui nous dise quand Night Night il a été battu à ce moment de l'histoire, et que donc on va débloquer ci ou ça. Par exemple, quand Moon, qui est aussi répertorié dans ce script, quand Moon capture Captain Donger, on peut plus prendre le bateau, vu qu'il n'y a plus le Captain. Il faut donc battre Moon, le trigger va s'activer, et grâce à ce trigger, on va dire si Captain est de nouveau de retour dans les ports du jeu, et si son bateau est de nouveau ici. Ah ok, je vais aller mater un peu le gameplay, j'ai déjà lu, pardon. Je relis ce que tu m'écris. Using static SK Skin Manager, ça c'est un truc qu'on fera, comme j'avais dit, dès la première leçon d'Unity. C'est le système de skin, donc les chapeaux, les backpacks, la texture d'alliage du métal qu'on va changer. Tout ça c'est pareil, j'avais besoin que ce soit géré via un script qui va tout gérer au niveau du skin system. Donc je l'ai juste cité ici, parce qu'on va quand même l'utiliser en système de sauvegarde, et notamment pour load nos données. Ici donc on va avoir toutes nos données qui vont être stockées. Donc current scene index, c'est simplement dans quelle scène le joueur a sauvegardé. Donc ça on va en avoir besoin. Si votre joueur, vous n'avez pas mis cette ligne et qu'il est au 8e niveau de votre jeu, qui sauvegarde et qui load sa game en début de jeu ou dans le menu principal avec un bouton load par exemple, si vous voulez mettre plusieurs fichiers de sauvegarde, si vous ne mettez pas cette ligne, votre joueur il va pas load de scène, il va load son inventaire, son personnage, ses statistiques, mais il va rester dans la scène. Scène to continue, donc c'est ici. Ah mais c'est pas mal tripé lol. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par tripé? Public static int goldennet. Alors int, c'est tout simplement un chiffre, comme le float, sauf que le float peut être une valeur non pleine, que le int va toujours être plein. C'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Float, ça peut être 0,2, 0,9. Le int va servir vraiment à avoir des valeurs très précises, et en général, comme ici, c'est utilisé pour dire 0, 1, voire 2, selon, pour avoir des choix multiples. Ben, c'est original le jeu. J'ai essayé de créer un truc le plus original possible, comme c'est un jeu indé. Forcément, plutôt que de me baser sur les graphismes, ça, si tu crées un jeu, tu dois forcément avoir eu le même raisonnement que moi. Quand on est indé, qu'on est tout seul pour créer le jeu, ou qu'on est en petit groupe, on va vraiment se baser sur le gameplay, l'histoire, les personnages, plus que sur le côté technique, quoi. Forcément. Même si, bon, on voit que même les grosses marques comme Pokémon se basent plus trop sur le côté technique non plus, hein. Je crois que c'est les persos que je trouve bien tripés. Ouais, les persos sont sympas. Honnêtement, les persos sont cool. Il y a beaucoup de mascottes.
Il y a beaucoup de persos secondaires qui sont cool. Vraiment, les persos sont sympathiques, sans, voilà, en étant objectif. Les persos, c'est un des trucs réussis dans le jeu. Ils sont plutôt attachants. Les scraps, donc tout ça, c'est les monnaies du jeu, hein, on l'a reconnu. Brocelian Leaf, Shelleg Rock, Cherokee Wampum, les Revolta Pearls, les Umikoban, le Baratrumo Ball, les tickets du centre du parc d'attractions, nos reliques, les bénédictions et le rang. Donc tout ça, comme je vous ai dit, c'est un int. Donc les ints, c'est pour des valeurs pleines. Donc là, notre monnaie, on va pas avoir 0,5 ou 0,7 Golden Nut, on va pas avoir 3,9 reliques, on va pas avoir 4,5 Cherokee Wampums. On va avoir toujours des valeurs pleines. 1, 2, 150, 4, 5, etc. Ici, c'est un score, on va le voir plus tard, qui va me servir là à copier la valeur de notre Golden Nut, par exemple, ici. Et ici, ces deux lignes, on ne dirait pas, mais elles sont liées. Ici, bon, public static int Golden Nuts, ça va, quand vous allez sauvegarder, stocker votre valeur. Dans la ligne Golden Nut, ça va dire qu'il y a tant. Par contre, quand vous voulez load votre game pour reprendre votre partie, ça va être compliqué de prendre directement Golden Nut et de le load, puisqu'il est utilisé par la sauvegarde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un petit principe qu'on verra juste après dans ma petite ligne pour charger et décharger la partie. On va utiliser un autre int qui va lui ne pas être en public, qui va donc ne pas être visible par les autres scripts et par l'éditeur. Et lui, il va charger notre partie quand on va lancer le load, tout simplement. On a donc un doublon pour chaque, les scraps, les rocks, les leaves, les tickets, les reliques, les bénédictions, les rangs, etc. Et ici, score to load, on verra ça juste après, je vais vous expliquer. C'est un petit peu abstrait comme ça, sûrement, surtout encore une fois, je m'adresse à des gens qui ont la première fois qu'ils voient un script C#. Donc effectivement, vous devez vous dire là, mais il y a beaucoup de données quand même, hein, ça fait beaucoup. Ah bah, une fois que vous aurez compris comment ça fonctionne, ça devrait aller. Alors ça, c'est le système de réputation que j'ai retiré du jeu parce que c'était un petit peu gadget. Le jeu, il est assez linéaire. Là, on avait un système de répute. Bon, je pense que de toute façon, la plupart des joueurs, quand ils finissent le jeu, ils recommencent une partie où ils n'y jouent plus, hein. C'est un peu comme un Zelda, on va pas continuer notre partie ad vitam aeternam. Donc il n'y a pas de quête de Korogu, il n'y a pas de monde ouvert, il n'y a pas de trucs comme ça dans le jeu. Donc je l'ai enlevé, je l'ai laissé dans le système de load et de save, parce que j'avais peur que ça crée des problèmes au niveau justement du load. J'avais retiré une fois une info comme ça du système load et j'avais remarqué que ça créait des problèmes quand on loadait les infos. Le load cherchait l'info et il y avait d'autres informations qui n'étaient pas load du coup. Enfin, voilà, les vieilles versions d'Unity, on connaît, c'est toujours un gros plaisir de travailler sur Unity 2019. Donc moi je vous conseille hein, d'ailleurs, là je suis sur Unity 2019.4.3.3 F1 pardon. Utilisez pas des versions aussi anciennes hein, de Unity. Commencez Unity sur une des dernières versions, même si vous allez avoir des petites différences avec moi et peut-être certaines choses qui vont être désuètes sur votre Unity et pas le mien. Vaut mieux que vous ayez ces petits trucs, que vous alliez sur internet chercher un autre tuto de quelqu'un d'autre qui fait sur la dernière version d'Unity, plutôt que vous galériez comme moi, parce qu'on a vu 1000 fois là sur mon Unity à quel point le rendu n'est pas fidèle à ce qu'on fait. C'est un truc de dingue. On teste certaines scènes sur Unity pour ceux qui n'ont pas vu les let's play, et quand on arrive sur le jeu, il se passe pas du tout la même chose. Alors que sur Unity, tout va bien. Ou inversement, sur Unity, genre rien ne va, on a l'impression que la scène c'est la pire des scènes, qu'elle est buggée, qu'on peut même pas jouer. On lance le jeu, tout va bien. Donc c'est très 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 frustrant quand vous travaillez comme ça pendant des heures sur Unity, vous allez build votre jeu. Pareil, ça va durer toute la nuit parce que votre jeu il est hyper lourd, il y a beaucoup de scènes, beaucoup d'objets. Ça vous dure toute la nuit, le lendemain vous uploadez ça sur Steam, vous êtes tout content, vous faites votre mise à jour, vous lancez le jeu, rien n'est pareil.
Donc voilà, pour ce genre de problème, j'ai laissé tout le système de réputation dans les saves, et tant pis, il n'est pas restitué, il est invisible pour le joueur ne sait pas qu'il y a des réputations, tant pis. Ça lui évite d'avoir des problèmes qui seraient visibles. Ici, on a donc des hints pour Night Night, Moon et Eclipse. Alors, je sais pas pourquoi je les ai là alors que j'ai... Ah non. Ok, Night Night Triggers, c'est justement ce que je vous expliquais. C'est un script qui va utiliser les données du player pref. Donc ici, nous, on va les store. Night Night, Moon, Eclipse. Donc Night Night, c'est quand on bat Night Night. Moon, c'est quand on bat Moon. Et Eclipse, c'est quand on bat Moon et Night Night quand ils combattent ensemble, contre nous. Euh, Et donc, ici, dans ce script-là, Night Night Triggers, on va tout simplement load euh, le chiffre. Ici, le int C, Night Night, C, Moon ou C, Eclipse. On va load ce chiffre-là et dire que en void start, s'il est égal à 1, ça va désactiver ces choses-là, ces choses-là, ces choses-là. S'il est égal à 0, ça va rien toucher. Et le joueur va bien voir Night Night apparaître au bon endroit. Il va devoir le battre pour changer ce int de 0 à 1. Et si jamais il y a des choses qu'il n'est pas censé voir parce que le scénario dit que voilà, Night Night a détruit ce bâtiment, détruit ça, détruit ci, et bah ça mettra les bons triggers, les bons events au bon moment dans l'aventure. Ici on a l'Ability Manager, donc ça c'est un truc qu'on n'a pas trop vu non plus dans le jeu pendant le premier let's play parce que je voulais vraiment corriger l'aspect fondamental. C'est tout ce qui est nos techniques. On va, comme vous le savez, on a 5 techniques dans le jeu en utilisant 1, 2, 3, 4 et 5 du clavier. Par exemple, le poids lourd, il a les super points, le lance-flamme, l'apparition du mur, le coup de boule et son shoryuken, non, comment on appelle ça, son coup de pied hurricane, là, son hurricane kick en mode Street Fighter. Par exemple, on a vu que quand on parle dans les scènes de fin de jeu à certains PNJ qui sont cachés ou qu'on va dans la tour de nos sensei, de nos masters dans la fabrique, on va débloquer des rangs et débloquer des techniques. On a une sorte d'arbre de techniques parce que forcément, bah, quand on débloque une nouvelle capacité, on ne peut pas juste l'ajouter en 6, 7, 8, 9, hein, c'est pas World of Warcraft. On est bridé à 5 capacités. Je voulais quand même que voilà, on puisse se faire un petit build, mais que ce soit pas trop ni pas assez. Donc on a 5 techniques, et donc chaque slot est associé à 3 techniques différentes. Et donc quand on change le slot, on va changer la technique équipée. Et forcément, voilà, il fallait tout un système de sauvegarde pour que le joueur sauvegarde les données, que ce soit pour son ingénieur, son agilité et son poids lourd, puisque comme vous le savez, voilà, on contrôle très souvent les 3 personnages en même temps dans la scène. Et donc au début de la scène, il faut que chaque personnage ait les bonnes techniques associées que le joueur a sélectionnées dans son arbre de talent. Ici, c'est aussi pour dire est-ce que le joueur a débloqué ou pas la technique du teacher. Donc toutes les techniques qui ne sont pas affiliées au rang, parce qu'on a 5 techniques qui sont affiliées aux reliques, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'aventure, vous allez débloquer des nouvelles techniques, mais c'est aussi affilié au rang, c'est-à-dire que si vous montez de rang à la fabrique entre les niveaux et entre les reliques, vous allez débloquer une seconde technique dans votre ligne, et vous allez donc pouvoir choisir entre les deux. Là, ce n'est pas le cas, c'est pas géré avec le rang, c'est géré avec des teachers, avec des sensei, comme je le disais juste avant. Vous allez devoir trouver le PNJ sur la map, lui parler, et en lui parlant, il va vous apprendre la technique, enfin, il va vous donner une puce qui va vous apprendre la technique. Et donc, il faut que je sache quel teacher, quel sensei a été trigger ou non. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec teacher PL 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est pour le poids lourd. Teacher AG 1, 2, 3, 4 pour l'agilité. Teacher 1G 1, 2, 3, 4 pour l'ingénieur, etc. Ici, c'est nos droïdes. Donc, quand on parle au fait dans le jeu, eh ben, on débloque le droïde correspondant à celui de la zone. Donc Brocélia, Revolta, Barkhane, Antrum, Umi, Baratroum et Sheleg. Et ici, pareil, en doublon, pour charger ces données-là au début de la scène et dire au joueur qu'il a débloqué tel ou tel droïde. Les checkpoints, ici c'est le checkpoint Ibar. On a vu que quand on bat Ibar, la scène du désert Sahara change.
Là, exceptionnellement, Ibar, c'était un petit problème pour moi parce que Ibar ne nous donne pas la relique. C'est le seul titan qui ne nous donne pas de relique. On obtient la relique dans la pyramide, dans le monde du désert. On sort de cette pyramide-là, et c'est parce qu'on a la relique que le boss, le titan, en sortant en bateau de la Seine par la mer, nous attaque. Donc, il fallait que je trouve un moyen de dire on a battu le boss, parce que quand on a la relique, c'est ça qui va trigger le fait que quand on sort de la scène, le boss nous attaque. Si on sort de la scène sans la relique, le boss nous attaque pas. Et il faut qu'on revienne avec la relique, qu'on ressorte de la scène, etc. pour faire avancer le scénario. C'est comme ça qu'on doit faire. Donc il fallait que je dise, quand le joueur revient dans la scène du désert, que c'est bon, il n'a pas besoin de rebattre le boss en sortant de la scène, il a la relique, c'est vrai, mais il a aussi battu le boss déjà une fois. Donc il fallait voilà, mettre un checkpoint, un peu comme Night Knight au final, qui ne donne pas de relique, qui fait avancer que le scénario. Voilà, il fallait un check quelque part, un hint qui nous dise on a battu ou pas Ibar, donc le Kraken géant robot du monde du désert. Ici, on a donc Save Player. On commence un petit peu à voir un peu plus au niveau des scripts et au niveau des fonctions. Donc, ici, c'est une void. Public void save player. Alors, c'est une fonction, c'est-à-dire que tout ce que vous allez mettre entre les crochets, c'est votre fonction, c'est votre save player. Donc là, voilà, je descends, et jusqu'à ce qu'il y ait le petit crochet voilà, qui ferme ma fonction, qui ferme ma void, tout ce qui est entre les deux, avec les petits pointillés là qui nous montrent d'ailleurs pour un affichage un peu plus pratique où est-ce qu'on est, voilà, tout ça, tout l'intérieur, c'est ma void, c'est ma petite void save player. Alors qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement quelque chose que je vais appeler dans mon jeu pour déclencher ma save. On l'a vu avec le système d'event lors d'un précédent cours. Dans le système d'event, vous vous rappelez, par exemple, quand on activait les jets d'eau dans le Cherokee Canyon, quand le joueur appuie sur E dans la zone de trigger, il va activer tout ce qu'on a mis dans notre catégorie de Unity Event. Si vous vous rappelez, voilà, il appuie sur E, ça va déclencher l'essai fixe d'eau, le FX de jet d'eau, ça va couper le feu en face et ça va nous rajouter un trigger pour dire qu'il a éteint un incendie. Bah là, c'est pareil. Quand le joueur va cliquer sur le bouton Save, et bah dans ces petits events, on va avoir glissé le Save Player et on va avoir, enfin le Save Player, le SK Player, là, le script que vous voyez ici, et on va activer dans la liste de ces voids le Save Player. Pour faire ça, on se rappelle, je vous avais expliqué, il faut que ce soit en public. Parce que vous pouvez utiliser des private ou juste des voids. Si vous utilisez juste la void, elle va être ni publique ni privée. Si vous voulez utiliser une void privée, alors elle ne pourra plus être utilisée. Alors non seulement vous n'allez pas la voir sur l'éditeur, mais elle ne pourra pas être utilisée par forcément les autres scripts. C'est un peu ce que je vous montrais ici. Quand vous utilisez d'autres scripts dans votre script, ou que vous avez utilisé un groupe de scripts, ça on le verra pareil quand on ira un peu plus en profondeur dans les cours de C#, et bien à ce moment-là, vous ne pourrez pas prendre les données puisqu'elle sera privée. Vous avez expliqué que ça pouvait poser problème justement parce que si là on était en private void, déjà on l'aurait pas dans l'éditeur donc on pourrait pas le mettre dans l'event system. Et si on voulait l'appeler via un autre script, parce que comment on fait si on peut pas la mettre dans l'event system, on peut pas. Donc il faudrait l'appeler via un autre script et là ça serait pareil puisqu'elle est privée, elle ne pourrait pas être appelée pardon. Donc private void c'est uniquement pour les variables, enfin les fonctions pardon. On s'en mêle pas dans les termes, que je me trompe pas. C'est uniquement pour les fonctions que vous voulez qui restent, comme son nom l'indique, privées et donc inatteignables. Vous voulez absolument que cette variable ne puisse être appelée que dans la condition que vous l'avez mise dans ce script et pas ailleurs. Quand vous mettez juste void, donc comme je vous ai dit, elle est ni privée ni publique, elle va quand même pas apparaître dans votre éditeur, elle peut être utilisée par les autres scripts, mais elle ne sera pas visible dans votre éditeur. Et nous, on en a besoin qu'elle soit visible, hein, bien sûr, pour notre event system. Donc on l'a mise en public. Et puis de toute façon, on a vu qu'on avait besoin de l'utiliser dans d'autres scènes. Donc c'est mieux qu'elle soit en public. Save system, save player, this.
SafeSystem.SafePlayer10. Bah c'est ça sauvegarde, ça lance le truc. Je comprends pas bien. SafeSystem.SafePlayer. SafeSystem, qu'est-ce que c'est déjà SafeSystem? Classe SafeSystem, oui. Éclaire-moi s'il te plaît. C'est une classe. Je pense que ça sélectionne la player pref. J'ai pas envie de vous dire une connerie là, comme ça j'ai un petit trou. Surtout le 10 en fait qui me... Donc par défaut, moi je dirais que c'est le SK player qui va sauvegarder ces données, tout simplement, et donc qui va sauvegarder ce qui suit. Là j'ai un petit doute, j'avoue, le SafeSystem.SafePlayer avec le 10 qui se save tout seul, oui ça doit être ça hein, du coup. Alors il est peut-être nécessaire, on peut pas directement mettre reliquat, voilà, et sauvegarder nos données, il faut peut-être préciser qu'on est en train de sauvegarder sur ce fichier, il faut peut-être, voilà. Et je mettrai une petite, je mettrai un petit commentaire sur la VOD pour expliquer ce que c'est en post-montage, parce que j'ai oublié là. J'irai checker. Mais je pense que c'est pour associer ce script là, pour sauvegarder sur ce script. Donc reliquat est égal à nullscollector.reliquat playerpref.setInt reliquat reliquat. Alors, on va expliquer. Donc notre reliquat ici, notre reliquat, il est ici, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc public static int reliquat, c'est le chiffre qui va être stocké lors de la sauvegarde. Donc par exemple, on sauvegarde, on a deux reliques. Donc reliquat est égal à nullscollector.relique. Donc nullscollector, c'est le script que je vais ouvrir là pour que ce soit plus facile pour vous à comprendre. Nullscollector. Voilà, nullscollector. Est-ce que c'est plus simple à comprendre pour vous? Je sais pas. C'est ce qui va restituer notre sauvegarde en début de partie. Donc on le voit ici. En gros, votre fichier playerpref, il va stocker des données, mais ces données-là, elles sont pas forcément les données qui sont utilisées dans vos scripts pour dire quel chiffre vous avez de quel nombre vous avez de telle ou telle currency, de telle ou telle monnaie, le nombre d'habilités que vous avez débloquées, etc. Vous avez des scripts qui vont vous dire, qui vont être attachés à votre joueur et qui vont dire qu'on a choisi telle ou telle capacité, etc. Vous avez donc besoin que votre script de sauvegarde et que vos scripts qui stockent ces données-là et qui vont ensuite parler avec votre jeu pour déclencher tel ou tel événement parlent ensemble. Donc, avec notre nullscollector ici, en void start, on va faire en sorte que le score soit égal à notre playerpref.getInt golden nuts. Ici, on va essayer de parler du golden nuts, c'est pas du reliquat du coup pour pas trop vous embrouiller. Ici. On va sauvegarder en cliquant sur Save Player. Donc, dans la sauvegarde, on appuie sur le bouton Save. Dans nos events, on a mis Save Player. Golden Nuts est égal à nutscollector.score. Donc, ici, en score, on a storé notre nombre de Golden Nuts. On en a ramassé 15 par exemple. Ici, le score, il va être égal à 15. Alors là, quand on sauvegarde, on veut que notre Golden Nuts, il passe la valeur dans notre nuts, de notre nuts collector à notre golden nuts. Donc golden nuts égale nuts collector.score. Donc dot golden nuts, hein, j'ai mis score, c'est un autre terme, hein, mais c'est golden nuts, c'est la même chose. Et donc, ensuite, playerprefs
.setInt, donc là il save, il va imprimer dans la player pref que golden nuts est égal à golden nuts, ici. Donc il a une variable, une petite ligne où il y a marqué golden nuts égale avec un chiffre. Et là, il va tout simplement nous dire que le golden nuts qu'on vient de piquer de nuts collector, il est égal donc à nuts collector, et donc on change cette valeur. Au lancement de la scène, notre golden nuts il était à 0. On commence la scène, on ramasse 15 golden nuts. Dans notre nuts collector, le score est égal à 15, mais pas encore dans notre player préfab, dans notre player pref, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On save, le golden nuts nous pique la valeur du nuts collector, il la copie et il la store. Et ça, pour tout. Et alors, pourquoi ici j'ai score égale playerpref.getInt golden nuts alors que là c'est setInt? Et bien tout simplement parce que en void start, donc void start, je le rappelle, ça démarre au moment où la scène se lance. Donc vous entrez dans le niveau 1, vous avez un trigger avec votre écran de chargement, vous arrivez dans la scène niveau 2. Au moment où la scène commence, votre void start s'active. Et donc là, tout simplement, le score il va être égal à golden nuts de player pref. Donc on arrive dans la scène, on ramasse nos golden nuts, ils se store dans nuts collector, on sauvegarde notre player pref, copie les données de nuts collector, va dire ok, ça c'est temps, donc golden nuts est égal à temps dans nuts collector, il la copie, et donc quand on relance la scène, c'est l'inverse qui se produit, score va copier ce qu'il y a dans player pref, donc la dernière donnée qui a été sauvegardée, et donc au début de votre scène, tout simplement, vous allez avoir le nombre de golden nuts que vous aviez sauvegardé. J'espère que c'est clair. C'est un système qui est assez simple. Donc voilà, pour ce qui est le volume, la résolution d'affichage, la qualité, toutes ces petites options, si vous voulez que ce soit full screen le jeu ou pas, en mode fenêtré, toutes ces petites options-là, voir votre monnaie si vous vous en fichez un petit peu que les joueurs puissent gruger là-dessus et puis jouer avec les valeurs. Vous pouvez aussi stocker très facilement votre monnaie grâce à ça. Ici, donc là, c'était les Golden S. Les boulons, ça nous sert, comme dans Banjo et Kazooie, à ouvrir les portes des niveaux. Il nous faut tant de Golden Nuts pour ouvrir telle porte. Et au fur et à mesure des niveaux, forcément, on nous en demande de plus en plus. Les scraps, c'est la monnaie courante qui va nous permettre de payer dans la plupart des magasins. Et les monnaies ensuite qui sont par race, par ethnie, par peuple, qui va nous servir dans les magasins particuliers de chaque peuple et pas les magasins généraux. Les bénédictions, les rangs, les reliques, on l'a vu. Les habilités, on a compris, ça marche de la même façon. On va avoir donc en début de scène notre SK Player qui va copier notre Nut Collector, pardon, qui va copier SK Player et qui va donc restituer la valeur sauvegardée en début de scène pour que le joueur, s'il a choisi ici par exemple telle ou telle capacité dans son arbre de talent, au lancement de la scène, ça va copier ce qu'il y a écrit dans le fichier PlayerPrefs et le restituer et donc vous donner vos bonnes capacités qui ont été sélectionnées et sauvegardées. Ici, c'est tout simplement des petites variables très simples qui vont nous permettre d'éviter que le joueur ne gagne un rang pour rien. Alors, je vais m'expliquer. On a ici notre public void, donc une void en public qu'on peut accéder depuis le script ou depuis l'éditeur. C'est ce qu'on veut. Rank update num, donc ça c'est tout simplement le nom que j'ai donné. Hein. Tout ça, vous pouvez donner le nom que vous voulez. N'ayez pas peur à ce niveau-là. Il y a des variables qui sont fixes, comme par exemple là on voit hein, playerprefs.getInt. Ça, vous êtes obligé d'écrire ça comme ça. Voilà, vous voulez que playerprefs écrive le int,
vous êtes obligé de l'écrire dans cette syntaxe-là, avec le point, avec ensuite, entre parenthèses, le nom de votre int, sa valeur ou la valeur du int relié. Là, par contre, public void, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Si on veut l'appeler azerty jkkg312, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Pareil pour le nom de vos ints. Ici, GameObjects CoreText, ShellEggrock, Success, etc. Les strings, les ints, les GameObjects, tout ça, je leur donne le nom que je veux. C'est pour vous, d'un point de vue pratique, comment vous allez vous organiser. Ici, tout simplement, j'ai mis ScoreText, Score, et les succès, voilà, en string, ce sont les succès Steam. Donc voilà, succès 9, succès 12, succès 22, c'est le numéro des succès sur le workshop. Donc tout simplement, voilà, je leur ai donné le même nom pour pas compliquer l'histoire. Donc on revient ici. Donc, si mon rang est inférieur à ownRank, alors mon rang est égal à ownRank, playerpref setInt rank. Donc ça va checker tout simplement si j'ai pas déjà le rang ici avec ownRank. Si mon rang est inférieur au rang que je veux donner, alors on lui donne. Si par exemple, je vais dans la tour pour monter de rang, que j'ai fait les 6 premières épreuves et que je suis donc rang 6. Quand je reviens, j'ai pas envie qu'en finissant la première épreuve, si par exemple elle apparaît encore, pour une raison X ou Y, j'ai pas envie de dégrade avec 1, enfin au rang 1 alors que j'étais rang 6. Donc on fait en sorte que on check. Si on a un niveau inférieur au rang qu'on a envie de donner, alors on donne le rang. Si le niveau qu'on a déjà, il est supérieur, alors ça fera rien, tout simplement. C'est pareil pour les reliques. J'avais pas envie, si par exemple un joueur réussissait à arriver au niveau 8 et que par n'importe quelle façon inconnue, il retournait dans une arène de boss, j'avais pas envie que s'il bat ce boss, il redowngrade au nombre de reliques que le boss lui donne normalement. Par exemple, s'il est au 8e boss et que pour une raison X ou Y, il retombe contre le deuxième boss, ou qu'il retrigger une scène du deuxième boss, j'avais pas envie qu'il puisse redescendre niveau 2. Alors même si c'est pas censé se produire, voilà, c'était quelque chose en cas où. En cas où que le joueur, par exemple, fasse les niveaux dans le désordre, ça aussi c'est possible. J'ai déjà vu que des joueurs arrivent à percer un trigger, arrivent niveau 5 par exemple, et plus tard dans le jeu, ils vont revenir à la forêt niveau 2. Ils vont faire la forêt dans l'ordre qu'il faut la faire, normalement, en battant le boss, et du coup, ils vont retomber niveau 2, mais leur boss du 5e niveau, il est fait. Donc ils peuvent plus le rebattre. Et peut-être que le boss du 6e niveau, du coup, il est plus accessible parce que il fallait avoir 5 reliques. Voilà, c'était un gloubi-boulga, donc j'ai simplement dit, tu n'as pas le niveau, on te le donne. Si c'est supérieur au niveau qu'on veut te donner, on te donne rien, tu restes. Voilà, avec tes 5 reliques. Si tu as battu le 5e boss, tu as eu la 5e relique, ça compte comme si tu avais eu 5 reliques. C'est pas grave, c'est un petit peu bizarre. Normalement, de toute façon, le joueur n'est pas censé pouvoir skip des levels, mais s'il le fait pour une raison X ou Y, voilà, il n'a pas à revenir en arrière pour devoir recommencer le jeu, ou recommencer le jeu par accident parce qu'il n'a pas battu les boss dans le bon ordre. Même si, encore une fois, c'est pas censé arriver, mais dans ce cas-là, si ça arrive au joueur, ça l'handicapera pas parce que de toute façon, il fera les boss comme s'il les avait fait dans l'ordre, vu qu'il battra le niveau 2 après le niveau 5, mais qu'il restera quand même à 5 reliques. Donc pas de problème là-dessus. Reset relique anum, alors ça c'était notre petit script de reset, on a dit qu'on l'améliorerait. Dans notre scène test, on a une petite machine qui nous dit qu'on reset toutes nos données, qu'on perd la monnaie, qu'on perd les reliques, qu'on perd les bénédictions, qu'on revient au rang 1, etc. Ça, on a dit qu'on l'améliorerait. Je pense qu'on fera un énorme reset button pour les joueurs qui veulent recommencer le jeu, déjà. Et puis pour nous aussi au niveau de nos tests, parce qu'on a vu qu'il y avait des petits problèmes, qu'on avait encore certains triggers, comme celui de Ibar, tout ça, qui était activé.
malgré le fait qu'on ait perdu les reliques, les rangs, etc. Voilà, les triggers qui ont été rajoutés après ou qui sont un petit peu en dehors. Alors, on avait vu que ça les resettait pas. Et ça, c'est un peu problématique. Donc ça, je le ferai. De toute façon, je ferai aussi beaucoup de boulot hors caméra hein, cette semaine. Il faut qu'on avance pour Swiss Knife. Il faut que je puisse aussi vous montrer Oshimago et puis qu'on avance un peu là-dessus parce qu'il est censé sortir le 30 avril. Et il n'est pas prêt pour le 30 avril, là, au rythme où je vais. Ici, ça va tout simplement donc nous ajouter des rocks. Donc, pour que vous puissiez visualiser dans un script comment ajouter un chiffre à un int. Donc ici, on a tout comme d'habitude, public void get rocks, donc obtenir des cailloux, obtenir des rocks, int, entre parenthèses, int owned rocks. Et on voit que c'est très simple, que ça tient en une ligne. Quand on active cette ligne de code, quand on active cette variable, shellEgrocks, shellEgroc, qui est ici, donc notre int qu'on a vu tout à l'heure, qui store dans notre nuts collector les shellEgrocks, notre int, on va lui ajouter donc en mettant plus égal, donc ça va rajouter un point, enfin un point, ça va rajouter ce que vous mettez après, plus égal ownRocks. Donc vous allez ajouter à shellEgrocks la valeur de ownRocks, voilà, pour que ce soit dit d'une façon plus concise. Ouais. Ok. Donc pour que ce soit dit d'une façon plus concise, voilà, on va retirer usedRocks au total de shellEgrocks. Et bien entendu, quand on sauvegardera, tac, 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 où est-ce qu'elles sont? Elles sont plus haut. Quand on sauvegardera, et ben on aura shellEgrocks égale nutsCollector shellEgroc. Donc ici, notre shellEgroc de notre SKPlayer, il va copier la valeur, encore une fois, de nutsCollector, et il va dire que playerPref shellEgroc est égal à shellEgroc. Voilà, tout simplement. Donc, quand on obtient des cailloux, c'est un petit peu bizarre dit, c'est un peu bizarrement dit, mais quand on obtient des cailloux dans le jeu, qu'on bat quelque chose, un ennemi du peuple Shelleg, ça va nous donner pas des scraps, des Shelleg Rocks. Et donc, à chaque fois, on va invoquer cette petite variable getRocks en indiquant combien on veut donner. Donc voilà pourquoi il y a entre parenthèses int ownedRocks et que des fois dans les, voilà, dans les variables c'est juste des parenthèses fermées. Alors voilà, vous comprenez maintenant pourquoi il y a des parenthèses fermées, c'est parce que des fois on a besoin de mettre quelque chose dedans. Et ici c'est ownedRock qui est un int. Et donc quand je le glisse dans mon event, grâce à cette petite parenthèse, eh ben, on va pouvoir non seulement appeler le getRocks, mais on va pouvoir aussi indiquer que le ownedRocks est égal à temps. Donc si je veux donner 20 pierres à mon joueur parce qu'il a battu un ennemi, et ben je vais tout simplement glisser Nut Collector dans l'event, choisir getRocks, et dans le petit int qui va m'être demandé ownedRocks, je vais indiquer la somme que je veux ajouter. Et lorsque le script se déclenchera, ça va ajouter la somme que j'ai indiquée dans l'éditeur, l'ajouter à shellEgroc, et quand j'appuierai sur le bouton de sauvegarde, ça prendra cette valeur ou la valeur en tout cas modifiée. Si par exemple j'avais déjà 650 rocks et que j'en ajoute 80, et ben ça prendra en compte la valeur ajoutée plus ce que j'avais déjà de base, forcément puisqu'on l'ajoute à shellEgroc qui lui-même en début de scène a pris ce qu'il y avait dans le SKPlayer de sauvegarde, donc les deux communiquent ensemble, vous avez compris. Au début de la scène, nutsCollector, il va prendre la donnée sauvegardée pour que au début de la scène, vous soyez avec vos données sauvegardées. Et SKPlayer, lui, il va prendre la donnée de nutsCollector quand on veut sauvegarder pour actualiser les données. Donc voilà, comme je disais, si vous avez déjà 650 rocks en commençant la scène et qu'on vous en donne 80, vous sauvegardez, vous en avez 730. Voilà, c'est très simple. C'est très limpide. J'espère que c'est clair pour vous en tout cas. Et pour tous les débutants qui regardent ce cours, encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions,
à parler dans le chat si vous êtes là présent sur le live ou même sur la VOD. Hein, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Je répondrai à vos questions et même, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à venir pour les lives si vous êtes en train de regarder la VOD actuellement. N'hésitez pas à venir sur les lives, je peux répondre à vos questions en direct, voire même, comme je vous ai dit, faire des petits cours, des petites sessions de 20 minutes, un quart d'heure sur un sujet qui vous tient à cœur ou qui vous pose problème actuellement. On peut même tester des petits trucs ensemble, ça pourrait être rigolo. Si vous avez des scripts qui sont pas fonctionnels et que vous aimeriez les corriger, n'hésitez pas. Donc ici, on a encore après tous les petits storage des abilities, des droïdes. Donc ça, c'est ce qui communique hein, encore une fois avec SK Player et toute cette liste-là qu'on a expliqué tout à l'heure avec les teachers, les capacités, les droïdes, etc. Et là, on va avoir la void update. Alors, quelle est la différence entre une void start et une void update, vous allez me dire? Eh bien, c'est simple. La void start, elle va se déclencher au start, tout simplement. La scène commence, la void start se lance. Tout ce que vous avez inscrit dans votre void start se lance, s'exécute, point par point. La void update, c'est un petit peu plus compliqué, un peu plus différent. Il en existe déjà plusieurs. Vous avez l'update, la fix update et d'autres variables update que je n'aborderai pas là pour pas compliquer les choses. On va se concentrer sur la update simple, la void update toute simple. Alors vous n'avez pas besoin de la mettre en public, vous n'allez pas avoir besoin de l'invoquer. C'est comme la void start. La void start, elle s'invoque toute seule en début, à part si vous voulez la mettre en private pour ne pas pouvoir y accéder, et ça n'a aucun intérêt, je vois pas. Donc vous laissez votre void, ni private, ni public, vous laissez votre void update et start comme ça. Void update, ça va tout simplement, comme son nom l'indique, s'activer en update, c'est-à-dire tous les temps de clic, les temps de tick. Donc votre jeu, toutes les 30 secondes, va activer la void update, toutes les 6 secondes je crois. Toutes les 6 ticks, pardon. 6 secondes, les 6 ticks. Donc ça va activer la void update. Donc vous avez besoin de quelque chose qui ne va pas prendre non plus trop de mémoire. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi en void update. Là, on a besoin juste de changer des données. Franchement, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ça consomme quasi rien au niveau ressources, au niveau de votre appareil. Mais faites quand même attention, même si c'est pas le thème là de mon petit cours, faites quand même attention à pas surcharger votre void update. C'est souvent ce qui va faire que le bas blesse, ce qui va faire que votre jeu est laggy, ce qui va faire que votre jeu des fois est spaghetti. C'est la void update qui est beaucoup trop chargée. Donc n'hésitez pas à checker ça. Essayez de trouver d'autres solutions que la void update, d'appeler ça avec d'autres types de void. Comme je vous ai dit, il y a la fixed update, il y a plusieurs choses. Bref, on va pas rentrer plus en détail. En update, on veut que notre score s'affiche et pas que au début de la scène, parce que comme je vous expliquais, dans notre inventaire, on va avoir l'affichage qui va nous dire vous avez tant de Golden Nest, vous avez tant de Scraps, vous avez tant de Shell et Grog, vous avez tant de Brusselian Leaf, etc., etc. Quand vous en ramassez d'autres, ça ne va pas s'actualiser. On n'a pas envie que ça s'actualise au moment où on lance la scène, mais que si on arrive à trouver 800 Shell et Grogs, ça nous en met que 14, parce que quand on est rentré dans la scène, on en avait 14. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement, dans notre void update, mettre que score text.getComponentText est égal à score toString. C'est un petit peu une ligne compliquée, je vous l'accorde. Donc score text, c'est notre texte, tout simplement, de score. Notre objet, pardon, de score, de texte de score. Donc notre objet, on a envie d'obtenir à l'intérieur son objet texte. Comme vous voyez dans l'inspecteur, vous avez plusieurs objets. Et bien là, on veut accéder à son texte. ScoreText.getComponentText.text. Donc là, on choisit le texte de ScoreText en ayant choisi bien sûr le component texte. Ça sonne un petit peu compliqué, mais je pense que c'est assez logique quand même quand vous y réfléchissez. Et ça, ce texte, il va être égal à score
point toString. Donc là, tout simplement, notre score, il est en int. C'est un chiffre. C'est pas une lettre, c'est pas une écriture, c'est un chiffre. C'est une donnée. Nous, ce qu'on a envie, c'est que cette donnée, elle soit écrite dans un texte. C'est pas exactement pareil. Le toString, il va nous servir justement à transcrire cette valeur en chiffre écrivable, entre guillemets. Sans le toString, votre chiffre, il est juste storé, il n'est pas écrit. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. C'est qu'il va falloir que vous précisiez à la machine que vous voulez transcrire cette notion interne en notion de UI, en quelque sorte. Voilà, vous voulez le transformer en écriture et pas simplement en storage. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment la différence, mais on va avoir besoin du coup de ce toString pour score. Et donc score.toString, et ben votre score, il va tout simplement s'actualiser void update en string. Et donc à chaque fois que la void update va taper, va s'update, va activer ses scripts. À chaque fois qu'elle active ses scripts, et ben votre score, il va être actualisé. Vous ramassez des boulons, hop, ça l'actualise. Vous avez le bon nombre de boulons. Voilà. Et à chaque fois que je tape là dans ma main pour vous faire visualiser, l'update, elle va lire, 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 lire ces scripts et les activer, les activer, les activer. C'est pour ça que je vous disais de faire attention avec votre update, de ne pas mettre trop de trucs. Parce que vu que ça va s'actualiser, 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 ça peut devenir waouh, très lourd. Et si vous créez des objets avec votre void update, ça peut au bout de quelques minutes être insupportable pour votre scène. Et ici, on a un tout petit truc aussi de sécurité dans notre void update, c'est-à-dire que si on a moins de 0 scrap, on retrouve 0 scrap parce qu'on ne veut pas de découvert. On ne veut pas que si le joueur arrive devant un marchand qu'il a 80 scrap et que toute la boutique vaut 400, on ne veut pas qu'il soit à moins 320 scrap par exemple. On veut qu'il soit à 0 scrap. Alors, on a un checker qui va normalement checker si le joueur a assez de scrap pour acheter l'objet. Là, c'était simplement pour faire en sorte que dans la save, on n'ait jamais de valeur négative, que le joueur ne puisse pas tomber à découvert, quitte à ce qu'il puisse payer un objet qui est trop cher pour lui et retomber à 0 scrap. Voilà. Je voulais pas qu'il y ait de découvert, je voulais pas que ça complique les choses, voire comme j'ai dit plus tôt, que ça puisse faire bugger certaines valeurs parce qu'elles sont pas censées être négatives. Ici aussi, petit update, c'est if score est supérieur à 49, on va activer un Steamwork Success, un Steam Achievement. Donc tout simplement, notre update, elle va checker si on a plus de 49 Golden Nuts, boulons d'or, on va avoir l'achievement Success 9 qui est tout simplement le prérequis. Il faut avoir 50 boulons, 100 boulons, 200 boulons, 300 boulons, 1000 scraps, 2000 scraps, 10 reliques, 8 reliques, etc., etc. Quand on a notre première bénédiction, on débloque un succès. Quand on a toutes les bénédictions, on débloque un succès. Quand on arrive au rang max, on débloque un succès. Et quand on a tous les drones, on débloque un succès. Donc if select droid égale à 1 et Brocelian droid égale à 1 et Revolta droid égale à 1 et Barkan droid égale à 1 et Antrum droid égale à 1 et Umi droid égale à 1 et Baratrum droid égale à 1, alors on a le succès 79. Voilà, donc si vous voulez rajouter par exemple if, donc si le rang est supérieur à 9, alors on fait ça. Donc dans votre void update, au moindre moment où votre rang sera supérieur à 9, au moindre instant où votre rang sera supérieur à 9, ça activera ces deux lignes. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, bien entendu. If, si cet objet-là est actif, eh bien, on active ça. Si le joueur a tant de choses, alors on active ça. Si le joueur est dans le trigger, alors on active ça. Voilà. Dans la void update, vous pouvez activer ça et donc mettre toutes vos lignes à votre guise. Donc nous, ce qu'on voulait faire
Pour terminer ce live, parce qu'on est déjà à 1h20 et il reste à peine 40 minutes de live, on va donc dans Nets Collector, on va créer ici, dans notre void, dans d'abord, ici, on va mettre dialogue fabrique. Donc, public, statique, int, et on va checker combien on a de 1, 2, 3, on n'en a que 3. Il y en avait un peu plus avant, on n'en a plus que 3 du coup. Ok, on n'en a plus que 3, bref. Donc on va mettre public static int dialogue 01, public static int dialogue 02, public static int dialogue 03. Et on va l'accrocher, hop, voilà. On save. Donc là, on a référencé ce qu'on appelle nos variables. On a dit à notre script qu'il existait 3 objets int qui s'appelaient dialogue 1, dialogue 2 et dialogue 3. Si on ne met pas ça dans nos variables, le logiciel ne sait pas de quoi on parle. Par exemple, là, si je mets if, par exemple, if cerceau 02, je ne sais même pas si on écrit cerceau comme ça, if cerceau 02 est supérieur à magie bleue. Voilà, le nom magie bleue n'existe pas dans le contexte actuel. Par exemple, si je mets int magie bleue, int magie bleue avec les bonnes majuscules, etc., bah vous voyez que magie bleue disparaît là. Enfin, magie bleue n'est plus soulignée en rouge, alors que cerceau 2, le nom cerceau 2 n'existe pas dans le contexte actuel. Voilà. Il faut référencer vos objets en début de script pour que votre script comprenne si c'est un int, un GameObject, un texte, un float, une booléenne, etc. Donc on va aller ailleurs, parce que là on est pas du tout au bon endroit. Et donc on va mettre dialogue 01 est égal à playerprefs.getInt dialogue 1 dialogue 1 point virgule, et on va faire pareil, on va copier-coller, on va faire pareil avec dialogue 2 et dialogue 3, donc on change dialogue 2 ici, dialogue 2 ici, dialogue 2 ici, on se trompe pas, et là dialogue 3 et dialogue 3. Ok, donc là on a non seulement référencé en variable nos dialogues, mais on a aussi dit qu'en void start, on voulait que le dialogue 1, 2 et 3 prennent la donnée du player prefs getInt dialogue 1, dialogue 2. On va aller dans notre SK player et on va mettre ici dialogue. Dialogue. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas qu'on référencie? Voilà. On va voir. Dialogue 1 est égal à netsCollector dot dialogue 1.
Donc oui, il faut qu'on le référencie. Donc par exemple, on va se mettre là. Hop. Et on va mettre public static int dialog 01 public static int dialog 02 public static int dialog 03 et ici on va mettre int d dialog 1 int d dialog 2 parce qu'on se rappelle qu'on a besoin de deux variables pour la load et pour la save. Ok. Et donc on est là. Tac, 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 tac. Dialog nestcollector.dialog. Ok. Donc dialog 1 est égal à nestcollector.dialog 1. Playerprefs.setInt entre guillemets dialog 01 virgule dialog 01 point virgule. On fait pareil pour le dialog 02, on va copier-coller, ça ira plus vite. Dialog 02, dialog 02, dialog 02 et dialog 02. Et ici 03, dialog 03, dialog 03, dialog 03 et on sauvegarde. Ici, on va avoir besoin aussi de faire en sorte que le joueur load correctement. On va donc mettre ici dialog dialog 01 est égal à playerprefs.getInt entre guillemets dialog 01 0. Hop. Voilà. Et on va faire pareil pour les trois. Alors attendez, on va copier-coller. Ça va aller plus vite. Hop. Et hop. Donc dialog 02. Dialog 02. Et dialog 03. Dialog 03. Alors là, on ne stocke seulement que les informations. On n'a pas encore dit, nulle part, qu'on voulait que quand dialogue était égal à temps, on désactivait les dialogues. Ni d'ailleurs, quand on parle au dialogue qu'il va sauvegarder. Donc, on va ici mettre dialogue fabrique. Et ici, on va faire public void get dialog 01 int dial 1 dial 01 ouvrez les crochets dialog 01 plus égal dial 01. On va mettre maintenant, on va mettre 1 plus égal 1 et on va enlever le int là. Voilà. Et on va faire pareil. Hop, hop. Get dialog 02 et get dialog 03. 02. Hop. Ok. Donc là qu'on va invoquer la public void get dialog 01, tout simplement, ça va nous mettre plus 1 sur notre dialogue, qui est par défaut à 0. Et en void update, on va mettre tout simplement ici, et on va répertorier du coup ça là, public game object, game, on va mettre geo dial 01,
On va mettre ça comme ça. GeoDial 02 et GeoDial 03. Ok. Alors pourquoi? Parce qu'on a besoin de désactiver le GameObject du dialogue. C'est pas simplement le texte, le dialogue, tout ça qu'on a besoin de désactiver. C'est aussi l'objet. Donc il faut le référencer. Donc public GameObject GoDial1, GoDial2, GoDial3. Public static int, dial1, dial2, dial3. Ok. Donc dans notre void update, notre void start même, c'est mieux. Void start. Si. On va mettre if dialogue 01 est supérieur à 0, c'est ça, alors GameObject dial 01.set active est égal, entre parenthèses, false. Voilà. Donc, si notre dialogue 1 est supérieur à 0, donc si on a déjà lu le dialogue, GoDial 01, donc notre GameObject, set active false, n'est plus actif, donc se désactive. Au void start, on va mettre if dialogue 02 est supérieur à 0, alors pareil, go dial 02, set active false. Alors, c'est un truc très simple là que je vous fais, hein. C'est encore une fois pour les débutants, pour pas vous faire peur. Bien entendu, même moi qui suis un noob du script, mes scripts ressemblent quand même à quelque chose d'un tout petit peu plus évolué. Mais ça fait le travail. Il n'y a pas de mal, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, à peu scripter ou à scripter mal ou à avoir un petit peu de mal à scripter et de du coup utiliser des petites ruses pour scripter. Il n'y a pas de mal à ça tant que votre jeu fonctionne, que le joueur ne comprend pas l'astuce, tout va bien. Ok, donc dans notre void start, on a if dialogue 01 est égal à 0, enfin est supérieur à 0, alors le GoDial, il est désactivé. Pareil pour le 2, pareil pour le 3. On a donc maintenant plus qu'à sauvegarder, à aller dans Unity, à chercher notre Nuts Collector. Ça sauvegarde, ça compile. Donc là, en fait, quand vous avez sauvegardé un petit script comme ça, il va compiler. On appelle, voilà, il va charger et votre Unity va être en train de décider si oui ou non. Ah, bon, attendez. 2 secondes, je remets mon fond vert. Veuillez m'excuser. Oh, patatras. Incident technique. Mon fond vert a tendance à s'accrocher dans mon siège. Hop là. Voilà. Mais bon. Pardon. Hop. Donc ouais, mon fond vert a tendance à s'accrocher sur mon siège. C'est un peu pénible. Faut que je me presse, il reste un quart d'heure. Voilà. Donc c'est en train d'importer. Je sais pas ce que c'est en train d'importer. C'est en train de modifier beaucoup de fichiers puisque c'est mon SK Player qui est en train de compiler. Attendez. Hop. Voilà. Un petit peu moins exposé comme ça. Donc votre script va compiler, il va vous dire tout de suite s'il y a des erreurs, s'il y a des contradictions, s'il y a des choses qui vont être impossibles pour lui au niveau de son travail. Donc là, il compile, et normalement, dans votre console, vous allez donc avoir toutes les infos relatives
Oh là là. J'espère vraiment que il va finir d'encoder là. Voilà. Très bien. Très bien. Ok. C'est done. On va pouvoir voir du coup où est le Nuts Collector. Nuts Collector. Et donc là, on a plusieurs net counters. Voilà, selon... on va mettre... Hop. Est empty. Dialogue counter. On va lui mettre le Nuts Collector. Ça, on le met pas. On va juste mettre les dialogues. Donc ici, ils sont là. Ah, il y en a plus que 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on va faire ça en vitesse avant la fin. On va tout simplement copier-coller toutes nos petites données. Ici, on en a besoin de 5. Donc ici, dialogue 4 et dialogue 5. Pareil au-dessus. On copie-colle. Dialogue 4 et dialogue 5. Ensuite, dans le save, on a aussi besoin de sauvegarder, voilà, ici, dialogue 4 et dialogue 5. Donc dialogue 4, 4, 4, 4. Ici, 5, 5, 5 et 5. Et là, forcément, NutsCollector.dialogue 5, il l'a pas encore, puisqu'on n'a pas encore ajouté dans NutsCollector notre petit dialogue. Et ici, on va faire pareil, donc D dialogue 5 est égal à dialogue 5, non, 4, pardon, je vais un peu vite, 4, 5 et 5. Et là, on save, on va aller dans Nuts Collector. Pareil, ici, if dialogue 5 et dialogue 4 sont supérieurs à 0, alors Godial 4 et 5 sont désactivés. Ici, PlayerPref, on va hop, hop, donc 4, 4, 4, ici on descend 5, 5 et 5. On n'oublie pas nos petites variables, tac, les petites variables ici. Donc double variable là, pouf, 4, 5. Et là, double variable aussi rajoutée, 4 et 5. Et là, normalement on sauvegarde. Tout devrait être bon. On va devoir attendre que ça compile. Peut-être que ça sera un peu plus rapide parce que là, on a quand même rajouté moins de choses. Et donc, on va mettre ça en place. On va utiliser le Nuts Collector pour indiquer Master Yoda, pour indiquer à notre objet, à notre script, quels sont les game objects qu'on a envie de désactiver. Parce que forcément, notre ordi, là, il ne sait pas ce qu'est le dialogue 1, 2, 3, 4, 5. D'où l'utilité d'avoir mis le GameObject
dans les variables pour pouvoir le drag and drop dans notre script et lui dire que, voilà, dans la scène, ici, quand dialogue 1 est supérieur à 0, et ben, on veut désactiver cet objet. Et on va aussi devoir mettre dans les triggers de dialogue que quand le trigger se lance du dialogue, on augmente aussi, on a le get dialogue 1, get dialogue 2, get dialogue 3, etc. On arrive à la fin de notre compile. Encore une fois, hein, c'est un script qui est utilisé presque dans toutes les scènes, sur toutes les préfabs de joueurs, donc forcément ça compile un peu plus lentement qu'un petit script qui serait que sur une scène. Ok, c'est bon. Donc, on a notre dialogue counter ici, on va attendre qu'il ait fini complètement, puisqu'il est sur la fin, voilà. Dialogue counter, donc Godial 01, Godial 02, Godial 03, Godial 04 et Godial 05. Alors qu'importe le chiffre, qu'importe le nombre, on s'en fiche un peu de mettre l'entrée en 01, en 04 ou en 05. L'important en fait ici, ça va être que je prenne par exemple entrée en 01 et que dans entrée, j'augmente de 1 le dialogue 01 et pas le dialogue 02 parce que si je lis l'entrée alors que j'ai mis plus 1 à dialogue 02 mais que je l'ai répertorié en dialogue numéro 1, bah quand je vais lire le dialogue numéro 1, ça va me donner plus 2 en dialogue numéro 2 et ça sera donc le dialogue numéro 2 qui va être déconnecté. Je pense que vous comprenez qu'on va en fait emmêler les dialogues et que quand vous allez en lire un, ça ne va pas désactiver le bon. C'est pas du tout ce qu'on veut, donc on va faire entrée en 2, barre, merde, qu'est-ce que je fais? Barre en 3, jardin en 4, shop en 5 et celui qui n'a pas de nom en 1. Pour pas se tromper, même si c'est inversé qu'entrée est au-dessus au niveau de notre hiérarchie, on s'en fiche. Simplement qu'on ne confonde pas le premier, il n'a pas de nom. Donc on va commencer par lui. Ici, trigger. Donc on va avoir notre petit event system on trigger enter. Ici en trigger enter, on va donc appeler dialog counter. Notre dialog counter, next collector. Et donc get dialog, ah on n'a pas get dialog 01. On sauvegarde. Par contre, on va devoir attendre une toute petite compile parce que on n'a pas eu le get dialog. On a oublié la void get dialog ici. Hop, hop, get dialog 4, donc dialog 4 plus égale 1, et pareil pour le 5, ici. Voilà, on sauvegarde, on va devoir se retaper une petite compile, je suis désolé. On met tout de toute façon à la fin, là, ici, à la fin de notre petit cours. On a pu faire le tour un petit peu de ce que je voulais vous montrer au niveau de la sauvegarde du player pref. Vous avez donc pu voir comment on storait cette petite donnée via un int, comment on pouvait la sauvegarder dans les players prefab, comment on pouvait la load, et que donc il fallait un autre fichier committant à votre fichier de sauvegarde pour déclencher les triggers, pour déclencher les événements en rapport avec votre sauvegarde, ainsi que d'actualiser votre HUD, par exemple si vous avez des monnaies, etc. Voilà, il va vous falloir deux scripts qui vont parler les uns avec les autres. Au minima, vous pouvez en avoir beaucoup plus hein, si vous voulez avoir un script qui va gérer chaque chose, genre un script pour les dialogues, comme ça qui vont se désactiver, un script pour les monnaies, un script pour l'avancement plus dans le scénario, un script pour ci, un script pour ça. Voilà, vous pouvez avoir des scripts autant que vous voulez qui vont être reliés à votre système de sauvegarde, c'est pas important. Tout ce qui va compter, encore une fois, c'est en haut, comme je vous l'ai montré, que vous répertoriez votre script ou alors qu'il soit dans la même classe que votre fichier de sauvegarde. Donc, fichier 1, get dialog 1. Ok. Ensuite, on a entrée. On n'oublie pas qu'on a inversé les deux. Plus dialog counter, get
dialogue 2. Ensuite, on avait le bar. Pareil, on rajoute un plus. Dialogue counter. Get dialogue 3. Jardin, le get dialogue 4. Get dialogue 4. Voilà. Et dans votre shop, get dialogue 5. Alors, on va sauvegarder. On va lancer notre petite scène, on va tester ça tout de suite. Alors, j'ai bien dit que quand j'active le dialogue, on augmente le int, et j'ai bien mis en sorte ici que, avec ma void start, les dialogues ici sont bien répertoriés et devraient donc se désactiver selon si les int sont supérieurs à 0. Donc ça va être un tout petit peu long le temps qu'on lance la scène, c'est la première fois que je le lance aujourd'hui, Unity, un petit peu comme la première compile. Donc là, normalement, si tout se passe bien, on va aller déclencher un dialogue, donc le plus proche, hein, on s'en fiche, on va voir sûrement celui du shop du coup. On déclenche notre dialogue, on le passe, on sauvegarde notre scène, on reload notre scène, et normalement, quand on a reload la scène, le dialogue n'est plus là. C'est ce qu'on veut, en tout cas. Donc, si ça fonctionne comme je l'entends, ça devrait se passer comme ça. On va lire le dialogue, on reload la scène, après avoir sauvegardé, bien entendu, et normalement, le dialogue n'apparaît plus. Le joueur est donc tranquille, une fois qu'il a lu tous les dialogues de la fabrique, ils n'apparaissent plus. Donc ça, typiquement, c'est des choses que vous pouvez utiliser avec les players pref. C'est pas quelque chose que le joueur va bidouiller pour améliorer son expérience de jeu ou être plus fort ou pouvoir glitch certaines parties du jeu ou fake des high scores pour certains speedruns ou peut-être des choses comme ça. Oula, attention, c'est un petit peu fort, je vais baisser, je vais même mute l'audio, voilà, on n'en a pas besoin. Alors par contre, je ne peux pas bouger. Ouais. Pardon, c'est mon téléphone. Alors attendez, parce que je ne peux pas bouger, j'ai ce problème là dans tout le jeu, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Parce que ça marche très bien dans le jeu, hein, on l'a vu. Je vais me mettre en QWERTY, je sais pas. Ok. On va du coup simuler ça. Tant pis. Le poids lourd. Il va se mettre là. Hop. Il va déclencher. Voilà le petit dialogue. Ok. On va, hop, option save. On va quitter et on va load la scène. Ok. Ouais, vas-y. Vas-y mon grand. Tu peux le faire. Tu peux le faire.
Eh ben, eh ben, eh ben. Donc là, normalement, on réapparaît. Et en face de notre Swiss Knife, on n'a pas le dialogue. Faudrait que je regarde hors caméra pourquoi je peux plus bouger mes Swiss Knife. Si ça, j'espère que ça va pas poser problème quand j'exploiterai le jeu. Il n'y a pas de raison normalement, mais c'est très bizarre. Je comprends vraiment pas pourquoi il. Je comprends pas. Ok, par contre, tu redémarres quand tu veux, hein, Jean-Jean. Yes, merci. Et voilà, il y a donc plus le dialogue en face, on le voit. Le petit dialogue qu'il y avait n'est plus là. C'est exactement ce qu'on voulait. On veut que quand le joueur lit ce petit dialogue, et bah la prochaine fois qu'il vient dans le jeu, la prochaine fois qu'il vient dans la fabrique en tout cas, ce dialogue n'existe plus. Voilà, donc vous avez vu un petit peu comment créer du C#, que c'était pas forcément sorcier. Même au contraire que c'était même plutôt facile, hein, c'est beaucoup de lexique, de répertoire, plus que c'est compliqué, c'est plutôt chiant parce qu'il faut voilà, avoir un esprit plutôt logique pour le C#. On a vu quelques petites variables, quelques petites fonctions un peu simples, tant mieux. Euh, on abordera des trucs un peu plus compliqués, un peu plus avancés la prochaine fois qu'on fera un cours C#. Exceptionnellement, cette semaine, comme je vous ai dit, on n'a pas de session de test jeudi parce que je vais travailler hors caméra pour mettre à jour les derniers petits trucs, les derniers petits traits qu'on n'avait pas mis à jour. Qu'on n'a pas pu mettre à jour en tout cas en live. Je vais le faire vite fait hors caméra là cette semaine pour que mardi prochain on attaque des tests on teste à nouveau sur Swiss Knife. On inversera donc mardi et jeudi. Je trouvais ça plus logique parce que le mardi on teste, on trouve des bugs et le jeudi on les corrige. À l'inverse du mardi où on corrigeait les bugs qu'on avait trouvé le jeudi. Du coup il y avait tout le week-end qui passait, il y avait des choses que j'avais oubliées des fois dans ce que je voulais faire. Donc là, je trouve ça plus simple. Mardi, on teste le jeu, on note les bugs. Jeudi, on corrige. Donc, jeudi prochain, demain, il y aura sûrement une session jeu à la place, ou alors une session Unity, en tout cas pas de session Swiss Knife. On va pas tester le jeu puisqu'on l'a fini de le tester. Et mardi prochain, donc, on se retrouvera pour un test Swiss Knife avec le nouveau patch, avec toutes les corrections qu'on a fait là. Ce qui nous permettra donc de rechecker si tout ce qu'on a corrigé fonctionne. Déjà, ça va être le premier objectif. Et après ça, on pourra relister donc tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qu'on n'a pas pu corriger entre temps, et se concentrer là-dessus pour sortir le patch 1.4 et cette fois-ci lancer la vague de promotion et de visibilité sur Steam, changer le prix du jeu de base, lui rajouter des soldes et puis lancer un petit peu une vague de promo sur les réseaux sociaux, histoire de faire parler du jeu, et que voilà, on essaye à fond de le faire connaître, et si ça marche pas, et bah écoutez, on passera à Oshimago, à Triangle, et peut-être à Swiss Knife 2, une fois qu'on aura fait ces deux petits jeux en ligne qu'on est en train de concevoir. Je sais pas encore une fois si on utilisera Triangle et Oshimago comme source pour les tests et les cours sur Unity. On fera peut-être un truc sur un projet vide où on abordera que des sujets simples, où je crée une scène devant vous avec le sujet de la vidéo. Si c'est les textures, on va créer des textures ensemble. Si c'est les triggers, on créera des triggers ensemble, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, que en tout cas elle vous a appris des petites choses si vous êtes débutant, qu'elle vous a inspiré si vous ne l'êtes pas, peut-être que vous avez eu envie de faire des petites choses en voyant tel ou tel détail de la vidéo dans votre Unity ou dans votre jeu. En tout cas, on se retrouve nous ce soir pour un petit let's play Rainbow Six pour continuer les petites ranked et essayer de monter bronze pour viser le gold en fin de saison au minima. Entre temps, écoutez, moi je vous souhaite bonne app à tous ceux qui vont manger, bonne soirée et bonne nuit à tous ceux qui seront pas là ce soir.
On se retrouve donc d'ici quelques heures, donc 21h ou 22h, suivez la page Instagram, hein, suivez les actus sur Insta si vous voulez savoir à quelle heure je vais live. Je suis pas encore sûr. Je vous avoue, je sais pas le temps que je vais avoir là. Donc je vous dis moi tout à l'heure, dans tous les cas, il y a un live ce soir, que ce soit 21h, 22h, 23h, minuit, il y aura un live, vous en faites pas, on va cogner les ranked sur R6. Donc demain, pas de live Swiss Knife, mais sûrement un live DBD, Sea of Thieves, Rainbow Six, Dragon Ball The Breakers, on verra. On verra. Vendredi, donc on a rééchangé, ça sera un petit live Sea of Thieves. Moi je vous laisse avec la petite short et le bruit de pluie infernale de Swiss Knife. Non, je le coupe. Je vous dis donc à tout à l'heure. Je vous laisse avec une petite short que je publie là sur YouTube. J'espère qu'elle vous fera marrer. Et puis je vous dis à plus. Merci à tous ceux qui ont regardé ce live. C'était No, votre humble serviteur. N'hésitez pas à lâcher le follow pour pas rater les prochains lives si jamais vous êtes sur la VOD ou actuellement sur le live. Si vous êtes sur la VOD, n'hésitez pas à vous abonner, à faire sonner la cloche, à commenter la vidéo pour la faire référencer. Ça fait toujours plaisir. Et puis je vous fais des gros bisous. A plus Master Yoda, merci d'être passé. Ça fait plaisir d'avoir eu un peu d'interaction. Des peace. Et puis au plaisir. J'espère te revoir. Tchuss.